Bonjour et bienvenue dans le 13h de RTI 1 à la une de l'actualité. La ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration a lancé ce matin les concours administratifs session 2021. Lancement officiel fait au lycée classique d'Abidjan, mais ce sont au total 75 centres qui sont concernés, répartis sur l'ensemble du territoire national. Face aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes immobiliers, les acteurs des secteurs privés et publics s'unissent pour trouver des solutions rapides et durables à la question du logement. Dans ce journal, ils nous feront connaître leurs recommandations. C'était lors d'un séminaire organisé en présence du ministre Bruno Koné. Au Mali, les assises nationales de la refondation voulues par le Premier ministre de transition débuteront le 25 octobre dans les communes de tout le pays. Les partisans du boycott estiment que ces assises n'ont pas pour réel but de préparer les réformes dont le pays a besoin, mais d'acter une éventuelle prolongation de la période de transition. Depuis ce matin, les candidats au concours administratif composent dans 75 centres répartis sur tout le territoire national. La ministre Annou Lotto, vous la voyez là en image, a lancé officiellement les épreuves au lycée classique d'Abidjan. La composition s'est déroulée sans incident. Notre reporter, Grace Kondo, a tendu son micro à quelques candidats très détendus qui pensent réussir leurs épreuves. Ça, nous le verrons ce soir dans le 20h, mais d'ici là, je vous propose d'écouter Madame le ministre de la Fonction publique, Anne-Désirée Ouloto. Ces concours de la fonction publique 2021, comme tous les concours d'ailleurs, sont très sélectifs. Et cette année, il y a une particularité, c'est la prise en compte de toutes les préoccupations de nos concitoyens. Et la prise en compte également des instructions du président de la République et du Premier ministre, qui ont souhaité que nous ayons des concours propres, tout simplement. Trop de rumeurs autour des concours tuent la volonté du gouvernement à offrir à ses concitoyens, aux jeunes, aux travailleurs et fonctionnaires de l'administration publique, n'est-ce pas, un projet de carrière, un processus fiable, crédible, pertinent et rassurant. Nous avons donc voulu, cette année, répondre et aux préoccupations de nos concitoyens et mettre à exécution les instructions fermes du gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé à l'amélioration de l'environnement global de ces concours. Nous avons travaillé à l'amélioration de l'environnement de ces concours. Nous avons également travaillé, n'est-ce pas, à l'amélioration de notre gouvernance interne, tant au niveau administratif que sécuritaire. Ce soir, vous aurez le reportage complet de Grace Kondo. En cette journée mondiale de la Poste, je remercie les travailleurs et les opérateurs postaux pour les efforts qu'ils ont faits et continuent de faire, en particulier pendant la pandémie de Covid-19. Ces mots sont du secrétaire général des Nations Unies en ce jour de célébration de la journée mondiale de la Poste. Comme chaque année, ce 9 octobre marque aussi la date anniversaire de la fondation de l'UPU, l'Union postale universelle, en 1874. On va écouter la déclaration du gouvernement. Pour cette 52e journée mondiale de la Poste, le thème choisi est « Innover pour la reprise ». Comme chaque année, le 9 octobre est l'occasion de démontrer au monde entier le caractère essentiel de l'activité postale, ainsi que sa contribution au développement économique et social des pays. Notre pays commémore cet anniversaire qui rappelle à la mémoire collective le rôle que joue la Poste dans le processus de développement d'un pays. La Côte d'Ivoire adhère pleinement à la digitalisation des services publics à travers l'innovation et nous restons convaincus que la digitalisation demeure la clé de la relance soutenue du secteur de la Poste et le relèvement de sa contribution au PIB de notre pays. La persistance de la Covid-19 et son impact sur les activités économiques des postes du monde entier est la résultante des décisions arrêtées par le 27e congrès d'Abidjan qui invite les États à la digitalisation des services postaux et la promotion du e-commerce.
Les propos du ministre Roger Félix Adom ont été recueillis par Espérance Djakale et Cheikh Kone Aboubakar. On va à la page santé de ce journal. Une page santé consacrée exclusivement au coronavirus, l'ennemi public numéro 1. 50 nouveaux cas de Covid ont été confirmés hier, avec 3 décès à déplorer. 60 691 malades ont été recensés en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie et dans la même période, 657 personnes ont perdu la vie terrassées par le monstre. 1312, c'est le nombre de patients qui se battent en ce moment même contre la maladie. Tous nos meilleurs vœux les accompagnent pour retrouver la guérison. Prenons nos précautions pour éviter la maladie, adoptons les gestes barrières, portons les masques de protection, que l'on soit jeune, moins jeune ou senior. Des seniors qui ont été célébrés en début de mois. Le 1er octobre précisément, ces personnes âgées, notamment les retraités, bénéficient désormais de facilités et d'avantages en Côte d'Ivoire. Il s'agit précisément d'une politique qui se base sur une conception positive du vieillissement, comme nous l'indique Sidonie Davila dans ce grand reportage. Ces personnes ont servi l'État ivoirien. Point n'est besoin pour elles de se déplacer. Désormais, c'est par des SMS que les pensionnaires sont informés des nouveaux services. Je sais que les choses ont changé. Quand vous déposez votre dossier, on vous envoie un SMS pour dire qu'on a reçu le dossier. Et on vous donne l'évolution de votre dossier. S'il y a des pièces qui manquent, alors on vous envoie un message et puis vous régularisez. Une avancée technologique à mettre au compte du gouvernement qui a recommandé aux caisses de prévoyance sociale d'engager des réformes pour une qualité de service. Cette question touche à la problématique globale de la qualité du service rendu. Et toutes les institutions de prévoyance sociale ont pour mission de veiller à ce que cette qualité s'améliore et qu'elle soit continue. Ainsi, depuis sa réforme en 2012, l'État attend de la CEGRAE que celle-ci assure la simplification des formalités pour bénéficier des prestations, assure la décentralisation de ces services et la dématérialisation des procédures de réception et de traitement des dossiers. Que cette institution aussi fasse en sorte qu'il y ait la digitalisation du traitement des informations et des réclamations, ainsi que du paiement des droits des assurés sociaux. De la simplicité des formalités administratives à la numérisation du traitement des données, l'État accorde de l'intérêt à ses anciens travailleurs, y compris à leurs ayants droit. Quand tout est dans l'ordre, en tout cas pas de problème. Donc on dépose les dossiers, 2 jours après, l'AVE reçoit des messages sur son portable qui demandent de ça d'écoute que son dossier est en cours de traitement. Tous les mois, à une date bien précise, la CEGRAE fait le virement ou le paiement de nos pensions. Nous nous sommes accordés sur la date du 22 de chaque mois. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer. On peut avoir des informations et être accueilli à distance. Donc, je pense que c'est un progrès qu'il faut encourager et féliciter. Je voudrais vraiment dire merci au gouvernement. C'est-à-dire, il vit nos problèmes et il ne veut pas nous voir souffrir. Et il nous donne beaucoup de satisfaction. Les seniors et leur traitement. Une politique structurée et réformée par le gouvernement. Elle s'inspire d'une démarche éthique basée sur la reconnaissance des bons et loyaux services rendus à l'État. C'est à travers le respect des délais de traitement que l'on parlera de qualité de service rendu aux assurés. Et en ce qui concerne les indicateurs CIPRES, c'est 15 jours pour les pensions à courte durée et 45 jours pour les pensions dont le traitement impose un certain nombre de temps parce que les conditions à remplir sont
assez complexe. Cette gouvernance de qualité pour les personnes du troisième âge, une révolution qui vient régler le problème de la hantise de la retraite de façon générale. Sécurité sociale, l'État s'intéresse aux retraités. Un reportage de Sidonie Davila à revoir quand vous voulez et autant que vous voulez sur RTI Mobile et sur rti.ci. Attention, incendie au terminal pétrolier de Gestossi à Abidjan. Vridi active son plan d'opération interne. Pas de panique, on se tranquillise, c'est un exercice, une simulation de la surveillance d'un incendie sur les installations, un exercice donc qui vise à tester le dispositif de prévention. Reportage Marie-Ange Kouakou et Cheikh Koné Aboubakar. Abidjan, Vridi, terminal pétrolier de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, Gestossi. Ce matin, aux environs de 10h20, des tirs nourris sont entendus du côté de l'interface CIR-Gestossi, sur la voie menant au centre emplisseur de Petrosi, à la suite des échanges de tirs entre la gendarmerie et un groupe d'individus armés en provenance du port. 3 feux se déclarent, notamment au bac B33, au poste de comptage et sur un camion de bouteilles. Après 1h20 de lutte acharnée, le feu est maîtrisé. Il ressort au terme des interventions aucune perte en vie humaine, mais un blessé. Ceci est une simulation pour tester la capacité de réaction des éléments d'intervention en cas de sinistre. Lors d'un point de presse tenu sur le site du terminal pétrolier, le directeur général de la Gestossi s'est dit satisfait de cette opération. La Gestossi est située entre la Petrosi. Là, si il est très important que la sécurité soit assurée pour le bien-être, surtout au niveau des hommes qui exercent à ce niveau-là, et de prévenir tout ce qui est difficulté d'approvisionnement du territoire national en matière d'hydrocarbures. Avec l'aide du chef de l'État et du ministre de tutelle, je pense que nous allons atteindre nos objectifs en matière de responsabilisation et surtout d'acquisition des matériels performants. Après cette ardente approbation, les équipes de la Gestossi et leurs partenaires, notamment le groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM, la police et la gendarmerie et le centre ivoirien anti-pollution SIAPOL, vont procéder à un débriefing flegmatique à l'effet de pouvoir dégager les axes d'amélioration. Zone de libre-échange continentale africaine, un levier pour la sécurité alimentaire en Afrique. C'est le thème de la conférence inaugurale du Centre d'études prospectives prévue le 25 octobre prochain. L'information a été donnée cette semaine aux journalistes par 2 membres du gouvernement. Dangui Dangui nous représentait sur place et nous en donne les détails. En matière de progrès et d'amélioration des conditions de vie des populations, le modèle de développement économique de la Côte d'Ivoire a fait la preuve de son efficacité et de sa résilience aux yeux de nombreux observateurs qui veulent d'ailleurs en faire un cas école. C'est pourquoi le Centre d'études prospectives CEP, un think tank, a été créé pour promouvoir la culture de l'anticipation, l'une des recettes du dynamisme de l'économie ivoirienne, selon les fondateurs de ce groupe de réflexion. Composé de membres du gouvernement et d'experts indépendants, la mission du CEP a été révélée ce jeudi à la presse. Les différentes activités sont sanctionnées bien sûr par des rapports et des actes afin de rendre compte des échanges et des partages d'expériences sur les meilleures pratiques en matière de conception et de mise en œuvre de stratégies d'émergence et de développement. Des ouvrages qui rassemblent les contributions des différents experts seront également édités. Les fondateurs de ce think tank ont annoncé la conférence inaugurale du Centre d'études prospectives CEP pour le 25 octobre prochain sur le thème « Zone de libre-échange continentale africaine, un levier pour la sécurité alimentaire en Afrique ». On en vient à ce séminaire organisé cette semaine par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, un séminaire de restitution des recommandations de tous les acteurs du secteur, des acteurs du privé et du public qui ont décidé de s'unir pour faire face aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre massive des programmes immobiliers. Les précisions de Cheikh Koné Aboubakar. En 10 ans, le programme présidentiel des logements sociaux n'a pas produit les résultats escomptés. Sur un objectif global de 150 000 logements, seulement un peu plus de 18 000 unités sont sorties de terre avec une vingtaine de promoteurs.
À travers l'étude réalisée par le comité regroupant le secteur privé et public, le gouvernement entend mettre sur pied un partenariat efficace pour la production en masse de logements. L'objectif de ce matin, c'est de préparer, si vous voulez, l'entrée des grands groupes étrangers, des grands groupes internationaux, avec un nouveau modèle de partenariat public-privé pour la réalisation des logements en faveur des Ivoiriens. On ne peut pas construire massivement des logements avec des investisseurs et des bailleurs de fonds sans un appui de l'État. C'est pour cela que nous nous sommes mis ensemble réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut exactement pour que les bailleurs de fonds soient sécurisés dans leurs investissements, au-delà du foncier sécurisé. Mais cela passe nécessairement par l'exploration de nouveaux mécanismes de financement. Aujourd'hui, il est question de passer à la location-vente. Donc on regarde tous les contours de la location-vente, toutes les implications pour les deux parties, que ce soit l'État et les acteurs privés. Mais l'idée, c'est que le mécanisme repose beaucoup sur les acteurs privés, sur leur capacité technique et sur leur capacité financière à mobiliser les financements pour pouvoir réaliser des logements à bon marché et en grande quantité. Présent à la cérémonie d'ouverture de ce séminaire, Bruno Nabagné-Koné a invité les participants à trouver des solutions durables pour la production de logements économiques et sociaux en masse. Parce qu'il s'agit de trouver des solutions qui ne vont pas être un coût pour une année, pour 2 années, mais des solutions qui seront stables dans la durée, qui vont permettre de financer de façon pérenne le logement social en Côte d'Ivoire. Le secteur de la construction connaît un regain de dynamisme ces derniers jours. Avant ce séminaire, c'était le Premier ministre qui recevait tous les acteurs du secteur afin de recenser leurs préoccupations. Il n'y a pas que les programmes immobiliers qui préoccupent le gouvernement. La sécurisation du foncier rural est aussi un souci majeur. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de sécurisation foncière rurale, les populations de Batera à Ndossi, département de Tiassalé, ont été sensibilisées. Le témoignage d'Abou Sanogo. Batera, village de la commune de Ndossi, compte parmi les 56 villages de la région de l'Agné-Biatiassa pour la phase pilote du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique rurale, PAMOFOR, dont l'objectif est de renforcer la capacité du gouvernement à mettre en œuvre le programme national de sécurisation foncière rurale ainsi que d'enregistrer les droits fonciers coutumiers dans les zones rurales sélectionnées. Malheureusement, ce projet est encore méconnu de la population. Nous sommes là dans le cadre de la délivrance de certificats fonciers. Il y a 2 types de certificats fonciers, individuels, collectifs. Et il y a même eu les commissaires enquêteurs qui ont été ici à Batera. Mais il faut dire que le résultat n'a pas été vraiment bon. Le sous-préfet d'Ndossi a pour cela sensibilisé les populations sur la nécessité de garantir le succès du projet PAMOFOR. Aujourd'hui, nous sommes revenus vers vous pour relancer un peu les activités du PAMOFOR. Aujourd'hui, tout le monde connaît un peu le PAMOFOR, qui est le projet d'amélioration de la politique et de mise en œuvre de la politique foncière en Côte d'Ivoire. Charles Niaouri, député d'Ndossi-Bolville, appelle la population à s'approprier le projet PAMOFOR. En tant que personne, nous avons notre carte nationale d'identité. Mais avant même la carte nationale d'identité, nous avons notre extrait de naissance. La question de la terre est un problème difficile pour l'État de Côte d'Ivoire. Et il est difficile simplement parce que nous-mêmes, propriétaires terriens, nous ne faisons pas d'efforts pour donc matérialiser ou, si vous voulez, circonscrire notre espace. Je crois que ce programme est le bienvenu. Pour faciliter l'opération, 4 agents du PAMOFOR ont déposé leurs valises à Batera. Ils seront à la tâche pour délimiter les terres et délivrer les certificats aux ayants droit. Pour le projet PAMOFOR financé par la Banque mondiale, 6 régions ont été retenues. L'Agné-Biatiassa, le Bafing, l'Indénié-Djouablin, l'Amé, le Nzi et le sud de Komoé. Le PAMOFOR s'exécutera dans 19 départements, 53 sous-préfectures et 665 villages. Du côté de Guiglo, dans la région du Cavali, c'est la cohésion sociale qui est à l'ordre du jour. C'est en cela qu'il faudra désormais compter avec la Maison des Chefs. C'est un centre multiethnique de médiation et d'arbitrage qui jouera un rôle important dans l'union des filles et des fils de la région, d'où la présence de 5 membres du gouvernement pour son inauguration. On suit la correspondance de Tao F. Bouy.
Rôle de la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels, rôle de la chefferie traditionnelle et rôle du chef de la diaspora sont les thèmes des 3 panels qui ont meublé la première journée de l'inauguration du centre multi-ethnique de médiation et d'arbitrage ou maison des chefs de la région du Cavali. Ils ont défini les rôles des chefs devant nos administrés. Qu'est-ce que le chef doit faire vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de la population qu'il représente? Ce qu'il ne doit pas faire, mais ce qu'il doit plutôt faire pour qu'il y ait la cohésion au niveau de son village. Le panel qui est organisé aujourd'hui, justement, est une opportunité à saisir par tous les chefs pour qu'ils sachent ce que l'administration attend d'eux, ce qu'ils peuvent apporter à l'administration. C'est pourquoi je salue ce panel et que je voulais encourager à être suivi par les autres régions. La seconde journée a été consacrée à la cérémonie officielle d'inauguration de la Maison des chefs. C'est un instrument au service de la prévention et de la gestion pacifique des conflits. Les bénéficiaires ont rendu un vibrant hommage au président Alassane Ouattara qui a donné un statut constitutionnel aux garants de notre tradition. De savoir aujourd'hui que nous avons un siège où nous pouvons nous retrouver pour nous parler, où nous pouvons nous retrouver pour régler nos problèmes, où nous pouvons nous réunir afin de poser des actions de paix et de développement vraiment dans ce pays. Vraiment, c'est un acte fort. Nous disons merci à la ministre Alain Désiré Oloto et au gouvernement de Côte d'Ivoire conduit par son Excellence M. Alassane Ouattara. Vraiment, nous sommes émus. Les chefs traditionnels dans nos communautés jouent un rôle déterminant dans le cadre de la cohésion sociale, de la paix et du vivre ensemble. Pour le président de la République, il faut donner au chef sa place. Il faut redorer l'image et le blason de nos chefs. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté ont exhorté les chefs traditionnels à toujours œuvrer pour le maintien de la cohésion sociale. Une délégation de la tribu Bomi de Tiébissou, avec à sa tête le chef de la tribu, Nana Kwaku Yao Daniel, a pris part à l'inauguration de la maison des chefs. Située au quartier d'Eguepi de Guiglo, cette infrastructure socio-communautaire a été entièrement financée et équipée par le Programme national de la cohésion sociale à hauteur de 115 millions de francs CFA. Il sera peut-être bientôt mis en place un réseau chargé de coordonner la lutte anticorruption dans la sous-région ouest-africaine. L'idée émane de Luc Marius Ibriga, le président de l'autorité supérieure burkinabé de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. C'était lors de sa visite de travail en Côte d'Ivoire, un projet approuvé par la haute autorité ivoirienne pour la bonne gouvernance. Corruption au Burkina Faso, Luc Marius Ibriga à Abidjan, aura mis en lumière au moins 2 points majeurs. Premièrement, il est quasiment impossible de lutter efficacement contre la corruption si les États ne mettent pas en place des mécanismes de coopération indispensables pour rechercher et collecter les preuves nécessaires à la catégorisation des infractions. Deuxièmement, il y a nécessité de lever tous les freins institutionnels par l'harmonisation des textes et le rétablissement d'une bonne connexion entre les autorités répressives. Le crime n'a pas de frontières et les délinquants ne connaissent pas les frontières. Nous avons formalisé la coopération eu égard à notre rôle de structure de tutelle des corps de contrôle de l'ordre administratif, l'implication et la nécessité d'une plus grande professionnalisation de nos structures. Soulignant que la corruption porte atteinte à la confiance du public, fragilise l'intégrité des marchés et menace la sécurité des États, le Burkina Faso propose à la Côte d'Ivoire de prendre le leadership de la lutte en réactivant un organisme intégré au niveau de la sous-région. La Côte d'Ivoire, qui fait aujourd'hui figure d'exemple en matière d'arsenal de répression et de volonté politique, mesure l'ampleur de la responsabilité. J'ai toujours milité pour le partage d'expériences et pour une intégration plus forte entre nos administrations. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Car nous avons la lourde tâche de débarrasser nos États des agents véreux
et corrompue de nos administrations. Luc Marussi-Briga et sa délégation ont pu visiter plusieurs institutions nationales de lutte contre la délinquance financière, dont l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances, la cellule nationale de traitement des informations financières et le pôle pénal financier et économique. Un reportage signé Lanciné Bakayoko. Le Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, est un programme de développement culturel des arts du spectacle africain. L'édition 2022 se prépare et l'on connaît déjà les artistes et groupes retenus pour l'événement. Ils sont plusieurs dizaines, 78 exactement, et les disciplines concernées sont entre autres le théâtre, la musique, la danse et le conte. On en sait plus avec Serge Pacom Didi et Franck Quadio. Après 3 jours d'analyse, le comité artistique international, constitué d'experts, a statué sur les 801 candidatures artistiques en lice pour la 12e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan-Massa. Un comité constitué de 24 membres, 14 locaux et 10 internationaux. 78 artistes et groupes artistiques originaires de 23 pays retenus donc. Dans le détail, 32 groupes artistiques en musique, 9 en théâtre, 14 en danse, 6 en slam, en humour, art du cirque et marionnette. Nous avons choisi les différentes compagnies de danse contemporaine et puis danse patrimoniale. Au-delà même de la qualité, qu'est-ce que tu peux apporter pour participer à l'évolution du monde, à l'évolution du pays? Le critère, c'est l'excellence, le talent, la diversité, parce que Massa, c'est panafricain. Les industries créatives, le défi des contenus, le thème choisi pour cette édition. Artistes, professionnels des médias, experts de l'économie numérique, opérateurs culturels exposeront et partageront lors de cette édition leurs expériences sur l'industrialisation des œuvres artistiques. La nouvelle direction ministérielle impulse à la nouvelle direction du Massa la charge de travailler sur l'industrialisation des arts. Le ministère emporte le nom. Ça veut dire que c'est la preuve que c'est un choix politique qui est fait, que nous saluons. L'industrie des arts, c'est effectivement tout ce qui est technicité autour des productions, la production artistique, des œuvres, et des œuvres intellectuelles, d'accord? Mais bien structurer ces œuvres-là, pour qu'on puisse vivre de son œuvre. Rencontres professionnelles, ateliers de formation, hommage à la femme et activités environnementales marqueront l'édition 2022 du marché des arts et du spectacle d'Abidjan-Massa. Si vous avez l'âme d'un poète, ne ratez surtout pas la prochaine édition des Poéticales, un festival qui célèbre la poésie. L'édition 2021 vient de s'achever. C'était à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est une initiative de Tanela Boni avec le soutien de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas. Reportage Fatima Ouedraogo dans un commentaire de Franck Quadio. Bomou Mamadou, le maître de la parole, et bienvenue Neba, dompteur de scène en plein récital de textes poétiques. Mon cœur me pèse, l'angoisse me craint, et pourtant... Face à eux, un public conquis. Nous sommes au Poétical, un festival pour mettre en lumière le lyrisme poétique sous toutes ses formes, mais aussi honorer les icônes nationales du genre tel Feu Bernard Dadier et Zadé Zaourou. Les poètes, contrairement à ce qu'on dit, ce ne sont pas des rêveurs. Et si jamais ce sont des rêveurs, je dirais ils forment de très grands rêves qui sont des rêves d'humanité. La poésie des origines et ses déclinaisons actuelles, telles l'islam passé au crible. Et elle s'avance incandescente, ma parole. Poétical se veut aussi une plateforme pour l'interaction entre les différentes générations. Celles d'hier et d'aujourd'hui apprécient l'évolution des choses. De nos jours, vous pouvez le constater, il ne se passe quasiment pas d'événements sans qu'il y ait la présence de la poésie qui est dite. La poésie en général et le slam en particulier ne se sont jamais bien portés que ces 5-6 dernières années. Je pense que la poésie est en train de revenir en force parce que c'est un besoin. C'est quand l'âme s'épanche, quand l'âme ressent le besoin
de s'exprimer. La poésie est l'épanchement de l'âme, mais il permet aussi de conserver une certaine identité, une prise de conscience qui s'opère de plus en plus. Arsène se prépare pour un récital mixte français, langue maternelle. Mais le son qui est bien là. En français, c'est moi. Moi. Je suis moi. Un homme comme tout autre. 2 journées consacrées à la poésie, l'activité baptisée Mémoire de la Nation à la caution des immortels. Il s'agit de la mémoire de la nation. Les concepts ou les systèmes de concepts ne concernent vraiment le public que lorsqu'ils deviennent des réalisations ou des produits concrets. Le festival des Poéticales n'est pas nouveau dans le Sérail. Il est né des cendres du Festival international de la poésie d'Abidjan en 2002. Toujours dans la quête. J'aurais volontiers terminé ce journal par de la poésie, mais j'ai pas la dextérité de Boumou Mamadou. Au Mali, les assises nationales de la refondation voulue par le Premier ministre de transition Choguel Maïga et tant décriées par la classe politique débuteront le 25 octobre dans les communes de tout le Mali et se concluront le 21 novembre à Bamako. Après des mois d'attente, le gouvernement a enfin fixé les dates de ces consultations censées préparer les grandes réformes politiques et institutionnelles à venir. Les partisans du boycott, eux, estiment que ces assises n'ont pas pour réel but de préparer les réformes dont le pays a besoin, mais d'acter une éventuelle prolongation de la période de transition. C'est samedi, bon week-end, de préférence en notre compagnie. C'est toujours agréable. Je reviens demain chez vous à 13h, comme toujours.